Je rêve de vous voir débattre avec Sandrine Rousseau, Eugénie Bastier, qui vous a interpellé hier. Pourquoi voulez-vous m'infliger ça? Mais c'est pas infligé, ce serait absolument passionnant. Et on va revenir. Elle m'a interpellé? Ben, bien sûr. Vous n'êtes pas au courant? Ah non. Et ben vous allez découvrir ce qui s'est passé hier sur les réseaux sociaux parce qu'elle vous a interpellé. Vous avez écrit une chronique après la publication du livre de Jérôme Fourquet. Ah oui, oui. Et elle a réagi. Ah oui, oui. Elle a réagi à cette chronique. On en parlera dans un instant. J'arrive même plus à suivre. Ah ben, écoutez, ne vous inquiétez pas, je reste très attentif à tout cela. Didier Reckner est avec nous, vous êtes fondateur de la Tribune de l'Art et vous avez écrit notamment Notre-Dame, une affaire d'État. Fascinant à quel point la proposition de Rachida Dati hier a déchaîné les passions. C'est-à-dire que tout le monde en parlait hier, tout le monde, parce que peut-être que tout le monde est attaché à Notre-Dame, qui est notre patrimoine, bien sûr. Mais avant cela, je voudrais qu'on commence quand même avec Frédéric Maillot. Il est député gauche démocrate et républicaine, élu de La Réunion. Il est intervenu hier à l'Assemblée nationale et il demande qu'on arrête l'utilisation du mot noir dans les expressions qu'il considère comme connotées négativement. Le travail au noir, ça le dérange. Je vous vois souffler, Didier Reckner. On écoute Monsieur Maillot et on en parle juste après. Merci Madame la Présidente, ça sera hyper rapide, c'est juste partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur, mais pourquoi parler de travail au noir? On ne pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé, liste noire, mouton noir, broyer du noir, et pourtant on dit bien vote blanc et personne n'aura choisi. Bon, s'il On appelle dit aussi blanchiment d'argent sale. Bien sûr, ou je prendrai un petit blanc au bar. Ou avec modération, bien sûr. L'arme blanche. Je vais montrer pas de blanche. Il faut montrer pas de blanche pour parler de travail au noir. Il y a un mot qu'il emploie qui est un adverbe qui est intéressant, enfin un verbe, c'est ressenti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est ressenti. C'est pas le rationnel. C'est le ressenti. Donc, à partir du moment où... Voilà, c'est l'interprétation. À partir du moment où il ressent ça, évidemment... Alors, qu'importe que le travail de noir soit, en fait, au début, le travail au noir, travail au noir soit le travail de nuit, enfin, peu importe. Et que ça date du Moyen-Âge, c'est ça qui est intéressant. Ça date du Moyen-Âge. C'est-à-dire que la nuit, on dit une nuit noire, donc ça a un sens. Donc, évidemment, il faudrait arrêter le noir, il faudrait dire une nuit obscure. Une nuit sombre. Une nuit sombre, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est important, c'est le ressenti, l'interprétation, comme dit Eugénie. Rachel. Moi, j'ai 3 points, parce que déjà, la France insoumise, en tout cas l'extrême gauche, se dit avoir le monopole de la lutte contre les discriminations. Là, on est sur un surf, sur quelque chose, en fait, qui a été souligné par Malcolm X dans les années 60. Donc cette personne, finalement, elle est désolée d'être née trop tard, dans les années 60. Donc ça fait plus de 50 ans. Et par ailleurs, est-ce que ça règle véritablement le problème du travail au noir? Et est-ce que ça règle le problème de la lutte contre les discriminations? Non. Donc c'est juste une forme de buzz, comme d'habitude, et puis pour effacer une nouvelle fois nos expressions françaises qui parlent d'elles-mêmes. Alors après, j'ai une pensée pour Pascal Praud, avec ses petits hommes gris, parce que le pauvre, peut-être que ça peut... Il emploie régulièrement cette expression, député. Alors, vous dites la gauche radicale, et Frédéric Maillot, c'est élu de La Réunion, député gauche démocrate et républicaine. Le social-démocrate que vous êtes, Monsieur Valigny, l'ancien ministre. Justement, le travail au noir, ça vous dérange cette expression? La gauche démocrate et républicaine, ce sont les communistes. Hein, oui, mais bon, c'est l'intitulé du groupe vous êtes social-démocrate. Non, je trouve ça dérisoire et... Plus sérieusement, je me méfie toujours de ceux qui veulent faire la police du langage, la police du vocabulaire. Si on met le doigt là-dedans, on ne sait pas où ça peut mener. Donc il faut être très prudent. Et je trouve que cette polémique, comme l'a dit Rachel, est destinée à faire du buzz, c'est tout. Bon, le buzz, mais c'est intéressant. Alors il ne faut pas en parler? C'est anecdotique, on fait la publicité pour cet homme, pour ce député. C'est ce qu'il a cherché. Monsieur Reckner, je me tourne vers vous, parce qu'on va parler dans un instant de Notre-Dame. Ça, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais là aussi, ça intéresse énormément de gens. Parce que c'est révélateur de quelque chose. Et je vous ai vu souffler, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Je sors de mon champ de compétences, mais... Le wokisme en histoire de l'art existe. D'ailleurs, c'est le sujet de mon prochain livre. J'en profite pour faire ma future promo. Vous pouvez y aller. Et c'est absurde, quoi, parce qu'effectivement, dans cette expression, jamais une seule seconde, j'avais pensé travail au noir et j'avais vu une personne noire en face de moi. Jamais. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport. Et bien, puisque ça n'a aucun rapport, c'est bien de le rappeler et c'est bien de déconstruire la pensée déconstruite de certains. Par contre, à l'Assemblée nationale, je me souviens, nous y étions, on a eu un débat bien plus sérieux sur la sémantique. Fallait-il conserver le mot race dans la loi? Et la Constitution.
le problème, c'est qu'il faudrait changer la Constitution aussi. Non, mais dans la loi, toute distinction de race. Et là, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a pas plusieurs races. Il y a une race humaine avec des différences. D'accord ? Ça, c'était un vrai sujet. Là, c'est complètement dérisoire. Oui, sur ce sujet, c'est l'extrême gauche qui a voulu conserver dans la Constitution le mot race. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le monopole de la lutte contre les discriminations et dans le même mouvement, ils veulent racialiser la société. C'est vrai. Eugénie Bastier, je le disais en ouverture d'émission, vous avez été interpellée indirectement par Sandrine Rousseau. Bon. Pourquoi vous avez été interpellée ? Parce que vous avez publié une chronique après la publication du nouveau livre de Jérôme Fourquet sur cette France qui est bouleversée en 40 ans. Et Le Figaro, pour relayer votre chronique, voilà ce qui est inscrit: déchristianisation, désindustrialisation, immigration, américanisation, comment nous avons changé de France en 40 ans. Et sur la page Twitter du Figaro, ils reprennent un élément qui me paraît essentiel. En 1900, 0% des nouveau-nés étaient porteurs d'un prénom arabo-musulman en France, contre 21,1% en 2021. Et justement, vous avez été interpellé là-dessus par Sandrine Rousseau, qui répond: c'est drôle cette affirmation, alors que l'Algérie était française en 1900. Voilà. De toute façon, il est évident que Jérôme Fourquet parle de la France métropolitaine dans ses statistiques. Et je ne vois pas en fait, l'intérêt de cette remarque de Sandrine Rousseau, à part pour nier un phénomène dont elle ne veut pas évidemment prendre la mesure, qui est effectivement, et c'est indéniable, un bouleversement qu'a introduit l'immigration en France en 40 ans. Et quand on lit, d'ailleurs, je recommande la lecture du livre de Jérôme Fourquet, Métamorphose française, qui sort et qui est en fait un résumé de ses livres précédents, mais avec beaucoup d'infographies, beaucoup d'images, et c'est vraiment, c'est très accessible en fait. Et ça répond en fait à l'argument selon lequel finalement l'immigration ça a toujours existé. Il y a eu les vagues polonaises, italiennes, et ce qu'on vivrait depuis 40 ans ne serait que la succession de ce phénomène. Non, il montre qu'il y a vraiment eu une rupture. D'ailleurs, il dit que dans les années 20, 40% des mineurs dans le Nord-Pas-de-Calais étaient polonais, mais vous avez seulement 3,9% des prénoms qui étaient d'origine polonaise. Et ces prénoms polonais ont disparu à la seconde génération, ce qui montre bien qu'on est face à une immigration totalement différente, tant en termes de flux qu'en termes d'assimilation aux coutumes françaises. Et donc, voilà. Après, moi, je trouve qu'on peut avoir un débat sur est-ce que l'immigration est une chance ou pas une chance. Ça se défend des deux côtés. Mais accordons-nous sur les faits, quand même. Les faits, c'est que effectivement, l'immigration massive que la France subit ces 40 dernières années a quelque chose d'inédit. Il faut le reconnaître, il faut se mettre d'accord sur les faits. Et Sandrine Rousseau critique beaucoup les gens qui sont climato-sceptiques, mais elle est immigrationno-sceptique, c'est-à-dire qu'elle nie les faits en termes de bouleversement migratoire. C'est pas facile à dire, je vous laisse. Immigrationno-sceptique, voilà. Immigrationno-sceptique, c'est un néologisme que vous me permettez de réutiliser dans les prochaines émissions. Et si vous voulez, on peut pas. C'est les premiers qui disent qu'il faut s'accorder sur les faits, sur les bouleversements majeurs. Moi, je suis d'accord qu'on peut pas nier le bouleversement du changement climatique. On peut pas nier non plus le bouleversement migratoire. En 1900, voilà ce que vous écrivez, 0% des nouveau-nés étaient porteurs d'un prénom arabo-musulman en France. En 2021, ils étaient 21,21%. Cette dynamique a déjà transformé en profondeur la physionomie culturelle de la France. Un peu avant, vous écrivez, l'immigration, enfin, est un bouleversement majeur et indéniable de la société française. La preuve par les chiffres. Quand vous refusez de voir le réel et qu'on vous montre les chiffres et que vous dites, bah non, en fait, vous vous trompez. Mais je ne suis pas certain que ce soit du scepticisme pour Sandrine Rousseau. C'est quoi, c'est du déni ? Non, je pense que c'est une vision très marquée, très idéologique, qui consiste à dire quoi ? Consiste à dire, c'est pourquoi elle fait référence à l'Algérie, d'ailleurs, qui était effectivement un département français. Je rappelle que c'est quand même la gauche qui a voulu décoloniser l'Algérie, donc c'est un peu... on dirait qu'elle regrette le temps où l'Algérie était française. Que pense ce courant, si vous voulez ? C'est vrai aussi au sein de la justice. C'est que ces Algériens, notamment, enfin l'Afrique du Nord, a une sorte de créance de nos péchés coloniaux en France. Que donc ils ont des droits, y compris les clandestins. Puisqu'on les a colonisés et martyrisés, nous avons effectivement des fautes à expier. Donc ils ont le droit d'entrer, ils ont le droit d'avoir les mêmes droits, et puis en même temps, ils ont le droit aussi de refuser peut-être l'assimilation et de se comporter comme ils le veulent parce que c'est leur droit. Voilà. Oui, l'idée derrière, c'est beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus loin que le scepticisme, je pense. Oui, l'idée derrière, c'est que l'immigration serait finalement le prix à payer de la colonisation. Voilà. Mais ça, c'est un vrai courant qui existe.
Et les chiffres sont là, c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant quand même, si on vous dit il y a un grand soleil, il fait beau ce matin en région parisienne, et que vous me dites bah non il pleut, mais je dis mais Georges Fenech, grand soleil, non il pleut, d'accord ? Oui. Vous n'avez rien compris, vous voyez mal. André Valleni, que vous inspire ce chiffre ? 21,21% en 2021 donc de prénoms arabo-musulmans en France contre 0% en 1900. Oui, c'est une réalité, ce serait stupide de la nier. La société française évolue, elle bouge, effectivement, je crois. Pour autant que les démographes disent qu'il n'y a très peu d'augmentation du pourcentage d'étrangers en France depuis un siècle. D'étrangers. Pas de descendants d'immigrés, pas de deuxième ou de troisième génération, d'étrangers. Je crois que le chiffre est assez stable en pourcentage de la population. Il faudrait essayer de me trouver ces démographes parce que j'ai quand même l'impression que l'immigration, chaque année, on le relève, je crois que on fait entrer un demi-million de personnes étrangères sur notre sol. 500 000. Donc j'ai du mal à... Il faudrait vraiment me les présenter, André Valleni, ces démographes. Aujourd'hui, on est près de parce que ça me surprend. On est près de 70 millions alors qu'on était 40 millions dans les années 30. Donc il faut voir les choses en pourcentage. Mais cela dit, je le répète, la société française évolue et elle est en panne d'intégration, d'assimilation n'en parlons pas, elle est en panne d'intégration des nouveaux arrivants, c'est évident. Joseph Massescaro, un mot sur ce sujet pour... Ce qui me frappe, c'est qu'il y a 10 ans, parce que c'est qu'André Valleni revient d'un voyage dans un pays étranger qui est la Turquie. Il y a 10 ans, moi j'avais rencontré un jeune restaurateur turc qui venait d'avoir, au JO, était paru sa naturalisation. Et il était extrêmement fier parce que, d'abord, d'être naturalisé, mais aussi, pour ses enfants, il avait pris des prénoms français. Et il en était fier. Aujourd'hui, pardonnez-moi, mais ce type de mouvement a totalement disparu. Ça a pratiquement disparu. Et ça, c'est quand même un élément qui en dit long. Quand Jérôme Fourquet met ça en avant, ce qui est repris par Eugénie Bastier, il n'y a aucun propos politique dessus, chez Fourquet. Mais vraiment aucun. Non, mais c'est crasse de penser ça. Vraiment, c'est crasse. Parce que Jérôme Fourquet, lui, c'est uniquement les faits qui l'intéressent et qui l'interpellent. Uniquement ça. Il n'y a aucun présupposé ou une arrière-pensée politique chez lui. Voilà. Donc, et oser, ce que fait Mme Sandrine Rousseau, c'est comme d'habitude. Mais vous avez déjà débattu avec elle ? Non. Et vous lui avez proposé de débattre sur cette question ? Non, mais par exemple, avec Le Figaro, vous n'avez jamais pu... Non, je voulais l'inviter dans mon émission. Figaro, je sais, vous avez une émission passionnante. Elle m'a jamais répondu. Jamais ? Même pas de réponse ? Ouais, je suis très déçue. Bon, écoutez, vous voulez proposer lui maintenant sur Europe 1. La sororité, visiblement, s'arrête aux portes du Figaro. Ah, on a, Marine me dit, une réaction de Jérôme Fourquet sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de France Inter ce matin. Il y a un certain optimisme qui demeure dans la vie quotidienne. En revanche, les choses s'obscurcissent quand on monte en généralité et quand on les interroge sur comment ils voient l'avenir de leur pays. Là, les constats sont plus noirs, sont plus sombres. Et aujourd'hui, le sentiment qui prévaudrait sur l'état de la société, ce qu'elle inspire aux Français, eh bien, même si les Français sont archipélisés et divisés, les deux colorations qui dominent, c'est d'une part la résignation, et d'autre part la colère. Au regard d'un certain nombre d'évolutions qu'on peut constater sur la montée des tensions dans les relations interpersonnelles, les violences verbales dans les guichets, dans les bus, la montée d'un certain nombre d'agressions, de types de délinquance, je m'interrogeais sur le fait de savoir si on n'était pas rentré dans un cycle inverse, alors à minima d'érosion du processus de civilisation, ou si on pousse un cran après, un phénomène de décivilisation. Mais moi, quand je parlais de ce terme, c'était en rapport avec cette question de la maîtrise des affects et de la violence. Eugénie Bastier. Non, un mot simplement sur les travaux de Jérôme Fourquet. Je trouve que ce qu'il montre, et c'est ça qui est très précieux, c'est à quel point il y a eu un bouleversement. La France a été changée. Quand on voit effectivement dans les sondages que les Français sont très nostalgiques de la France d'hier, on le voit de sondage, 64% des Français se disent nostalgiques. Et il montre en fait ce qui a disparu, ce qui a changé. Et ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai finalement que tout le monde a été toujours nostalgique. Il y a eu vraiment un bouleversement. Et sur à plusieurs niveaux, que ce soit effectivement la désindustrialisation, la déchristianisation, l'immigration, la manière dont la France a changé extrêmement rapidement en 40 ans, ne peut pas être balayée en disant il y a toujours eu des changements. Non, la France a basculé
en 40 ans en autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui autant de tensions et de difficultés à admettre ce changement. Et il faut rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs que Jérôme Fourquet est l'homme qui a murmuré à l'oreille du président ce terme décivilisation, qui a été repris. Donc il faut peut-être aussi écouter, lire et traiter les études de Jérôme Fourquet qui sont très régulièrement, pour ne pas dire à chaque fois, absolument passionnantes. Autre sujet ce matin, et on en parle depuis un peu plus de 24 heures, faut-il faire payer l'entrée de Notre-Dame? Alors en France, vous avez 5000 édifices religieux, soit sur environ 50 000, qui nécessitent des travaux. Dans les colonnes du Figaro, Rachida Dati suggère de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris pour financer leur restauration. Une proposition qui a reçu un accueil mitigé, et même le diocèse de Paris a répondu. Je vous propose de regarder et d'écouter le sujet de Michael de Santos et de Jean-Laurent Constantini. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, l'idée de Rachida Dati est loin de faire l'unanimité. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée. C'est restreindre la culture, justement. Il faut bien entretenir et toutes les rénovations, le nettoyage, des choses comme ça. Tout le monde est content de voir les belles choses et ça a un prix. Et c'est dommage que même ceux qui n'ont pas forcément les moyens n'aient pas accès à un monument pareil. Dans les colonnes du Figaro, la ministre de la Culture révèle avoir proposé à l'archevêque de Paris de rendre payante l'entrée de la cathédrale. Un tarif symbolique pour toutes les visites touristiques qui permettrait, selon elle, de financer la sauvegarde du patrimoine religieux. Partout en Europe, l'accès aux édifices religieux les plus remarquables est déjà payant. Avec 5 € seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros par an. Ainsi, Notre-Dame de Paris sauverait toutes les églises de Paris et de France. Ce serait un magnifique symbole. Jusqu'à présent, l'Église a toujours refusé de rendre l'entrée des lieux de culte payante. Un principe rappelé via un communiqué par le diocèse de Paris. La gratuité d'accès aux cathédrales et aux églises trouve sa justification à la fois dans les dispositions de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État et dans la mission fondamentale des églises. Accueillir de façon inconditionnelle et donc nécessairement gratuite tout homme et toute femme. Pour le diocèse de Paris, la distinction entre pèlerins et visiteurs serait trop complexe à mettre en place. Une entrée payante conduirait également des personnes à renoncer à visiter la cathédrale. Vous avez écrit, Didier Reckner, Notre-Dame, une affaire d'État. Vous êtes le fondateur de la Tribune de l'Art. Que pensez-vous de cette proposition de faire payer l'entrée de Notre-Dame? Alors, je suis opposé à cette proposition. Je regrette simplement que Rachida Dati, dans son interview, dit des choses très intéressantes qui sont passées sous silence. C'est un petit peu dommage, mais parlons de Notre-Dame. Pour une fois, je suis d'accord avec le diocèse de Paris. Faire payer pour entrer dans la cathédrale ou dans n'importe quel édifice religieux en France, c'est interdit par la loi de 1905. Je vois difficilement aujourd'hui cette loi remise en cause parce que ça rallumerait une guerre entre l'Église, l'État, etc. Ça me paraît pas une bonne idée. Donc c'est interdit par la loi, on peut toujours changer la loi, certes, mais ça me paraît difficile, encore une fois. Et surtout, une église est ouverte à tous. Moi, je ne suis pas pratiquant. Mais je considère qu'une église, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de prière, c'est un lieu aussi où on peut se réfugier et où on peut voir des œuvres d'art. Et ça doit rester gratuit. Donc on désacraliserait le principe même et le bien même de la cathédrale. Oui, j'ajouterais qu'il y a presque une question philosophique qui se pose derrière ça, c'est est-ce qu'il faut vendre son âme pour sauver des murs vides? C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a 5000 églises en ruine en France, c'est parce que la France se déchristianise. Donc à un moment, on ne peut pas dire on va faire payer les touristes pour entretenir des églises qui seront ouvertes qu'aux touristes. Et il faut se poser la question on ne peut pas déplorer les effets dont on chérit les causes. La cloche sonne.